Bonjour à tous, bienvenue sur Prépare-toi. Nous allons aujourd'hui voir comment analyser un sujet, ce qui est une compétence pour moi qui est vraiment fondamentale. J'encourage tous mes élèves à, au début d'un DS de 2 heures, 3 heures ou 4 heures, prendre 5, 10, voire même 15 minutes pour ne faire qu'analyser le sujet. C'est-à-dire, vous lisez votre sujet, on va voir tous les éléments qu'on peut préciser sur le sujet. Donc, généralement, je dis aux élèves de griffonner carrément sur leur sujet différentes informations. Et une fois qu'ils ont travaillé leur sujet, ils peuvent commencer à rédiger sur une copie. Vous pourriez dire, mais un quart d'heure, c'est énorme. Un quart d'heure sur 4 heures, vous allez voir que ce n'est pas si important que ça. Mais c'est surtout que ce quart d'heure va être très efficace, va vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs, va vous donner des idées et va vous rendre bien meilleur que si vous ne le faites pas. Donc, j'ai passé moi des concours où on avait parfois des épreuves de maths de 6 heures. Je pouvais passer une demi-heure à ne faire qu'analyser le sujet. Pendant ce temps, il y avait d'autres candidats qui commencent à écrire. Je ne suis pas du tout convaincu que si j'avais commencé à écrire tout de suite, j'aurais été meilleur. Au contraire, je suis convaincu qu'en faisant une analyse de sujet, on est bien meilleur, bien plus efficace que celui qui se jette directement dans une question. Vous allez comprendre. Je vous ai pris un exemple. J'ai pris un petit bac dans les annales, je crois que c'est Amérique du Nord de 2024. Nous allons faire une étude de sujet de ce problème-là et je vais vous montrer tous les éléments qu'on va pouvoir dégager sans faire de calcul, juste en réfléchissant, en lisant bien les questions, et ça va nous permettre finalement d'avoir une sorte de carte qui va nous guider. Je prends toujours un exemple, c'est si je vous dis, voilà, dans une forêt, il y a un trésor, c'est cette forêt-là, et il y a quelqu'un qui part tout de suite à la recherche, et bien, il ne trouvera pas le trésor, en tout cas il y a peu de chance, alors que celui qui attend, qui comprend qu'il y a une carte qui explique à peu près où est le trésor, et il y a d'autres informations qu'on va vous donner pour vous guider, ben forcément ceux qui vont partir un peu plus tard, parce qu'ils auront trouvé des indications, et ben vont trouver le trésor beaucoup plus vite. Le trésor, c'est trouver une réponse à une question et les points qu'on va amasser à ce moment-là. Ça permet aussi de travailler la confiance en soi. Quand on a analysé un sujet et qu'on voit que finalement on a trouvé plein d'idées, qu'on sait où on va, et ben derrière, quand on commence à rédiger, on est serein. Si on ne fait pas cette étude de sujet, là je vous dépile juste le sujet en entier, hein. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de questions, c'est qu'un exercice. Celui qui est en train de faire la question 1, il ne va pas la faire aussi sereinement que celui qui va la faire après avoir fait une analyse de sujet et où il sait qu'il saura faire 80% des choses, ce qui le rassure beaucoup. Donc une analyse de sujet, ça fait devenir meilleur, on est plus serein et du coup, on a moins de stress. Si on a moins de stress, on est moins enclin à faire des erreurs au moment d'effectuer notre DS. Donc, je vous présente juste le sujet, je ne vais pas m'étendre sur chaque question, le but du jeu, ce n'est pas de donner une réponse à chaque question, c'est justement de vous montrer comment lire correctement un sujet, ce qu'on va pouvoir en dire, comment on va pouvoir annoter des choses pour pouvoir nous guider un maximum. Donc le préambule, on donne le but, c'est l'étude de cette fonction, qui a x associe x ln de x au carré moins 1 sur x. On vous dit qu'on va absolument avoir besoin de cette fonction, on vous donne sa représentation graphique, ce qui est précisé ici. On a tracé donc la courbe représentative de la fonction f, ainsi que la droite t, donc la droite t qui est tracée en noir, et qui est tangente à CF au point d'abscisse A, au point A de coordonnées 1, 1, pardon. Et cette tangente passe également par le point B égale de 0, 4, qui est précisé sur le graphe, ce point ici. Quand on lit ça, première chose à faire ici, sur une fonction, ça va être de voir quelle idée je vais avoir en termes d'analyse. Cette fonction, si je dois trouver le signe de f, si je dois dériver f, quelle va être finalement la forme de f? Et si on regarde ici, on voit que f est une différence, donc je vais pouvoir dériver, si à un moment j'ai besoin de dériver f, comme la dérivée de x ln de x au carré avec 1 sur x. 1 sur x est de la forme 1 sur v, donc je pense à ça. J'ai les formules 1 sur v que je vais écrire à côté. Et ici, j'ai x ln de x au carré et j'ai des u fois v. Alors attention, ce n'est pas le même v, hein. Si vous voulez, je mets un w ici. Et attention, c'est qu'ici, j'ai du ln de u. C'est ln de quelque chose. Donc j'analyse déjà en première idée ma fonction. Je ne sais pas ce qu'on va m'en demander, ce n'est pas grave, mais j'analyse déjà. Ce qui est vraiment important de comprendre vis-à-vis d'une analyse, c'est que souvent, une deuxième analyse est meilleure. C'est-à-dire que
les erreurs vont apparaître en première analyse, et vu que nous, on va analyser, on ne va rien écrire sur notre copie, quand vous allez vouloir commencer à rédiger, vous allez analyser une deuxième fois. Et c'est là que vous diminuez fortement le nombre la probabilité de se tromper. Donc là, j'allais juste analyser la forme de ma fonction. Je ne sais pas ce qu'on va me demander. Je regarde mon graphe. Je vois que ma fonction a priori est croissante. Vu que ma fonction est croissante, c'est que la dérivée va être positive a priori. On peut parler de convexité, mais vous allez voir que c'est des questions qu'on vous pose. Donc lire graphiquement f' de 1 et donner une équation de la tangente t, on peut se poser la question quelles idées? On nous dit qu'il y a le point B, le point A qui appartiennent à la droite t, et donc je vais pouvoir trouver son équation. Je vois que son ordonnée à l'origine c'est moins 4, et je peux trouver son coefficient directeur avec yb moins yk sur xb moins xa. Donc ici, je peux noter petit a, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Je ne fais pas le calcul. Petit b par lecture graphique, c'est moins 4. Et donc, j'aurai finalement mon équation de tangente. Ce qui est vraiment bien, c'est de se dire, OK, là, maintenant, je sais que je sais faire. Et maintenant que je sais que je sais faire, je vais être serein quand je vais faire mon calcul. Ensuite, on vous demande les intervalles sur lesquels la fonction semble, et semble est très important, convexe ou concave. Un autre élément important, c'est l'ensemble de définitions pour la fonction. Ça, c'est très, très, très important. Donc, ce que je vais vous donner comme indication et comme élément à effectuer à chaque fois qu'on nous fait une étude de sujet, je vais les rappeler à la fin de cette vidéo. Un point qui est crucial, c'est de noter tout ce qui est fondamental. Il y a parfois des élèves qui ne font pas attention à ça et qui me font l'étude sur R en entier. Alors là, la fonction, elle existe en plus sur R étoile, mais du coup, l'élève qui va chercher des variations sur moins l'infini 0, il va faire quelque chose qu'on ne lui demande pas. Donc, c'est comme pour des suites, il y a des suites qui commencent pour n égale 5, il y a des élèves qui me calculent U0, ce qui ne sert absolument à rien, U0 n'existe pas à ce moment-là. Donc, l'étude de sujet vous permet de dire, voilà, quand je lis, je me dis, tiens, ça c'est dangereux, il faut bien que je l'ai en tête pour pas que je l'oublie. Parce que souvent, les élèves se trompent parce qu'ils oublient des informations qu'ils ont pourtant lues, qu'ils ont identifiées, mais parce qu'ils ne les ont pas notées suffisamment sur un sujet. Vous voyez que mon sujet commence à plus ressembler à grand-chose. J'ai encadré ça, j'ai mis des idées ici, j'ai mis des idées ici. Là, le semble convexe, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir prouver quoi que ce soit, mais on peut se poser la question. Donc, ici, vous savez à peu près ce qu'est une fonction convexe, une fonction concave. On pourrait se dire elle est convexe ici, et elle est concave, pardon, ici, et convexe, concave, donc jusque là. Sur cette partie, elle est concave, et sur cette partie-là, elle est convexe. Avec, que semble représenter le point A pour la courbe CF? Même celui qui se trompe ici, qui pense que la fonction n'est que convexe, quand on vous pose cette question-là, et c'est toute l'idée de l'analyse de sujet, c'est de comprendre le lien entre les questions. Et là, c'est un lien rétroactif, c'est le fait qu'on vous pose cette question, quand on vous dit que semble représenter le point A pour la courbe CF, on vient de vous parler de la convexité. Dans ce concept de convexité et de concavité, il n'y a qu'un seul concept qui associe un point, c'est le point d'inflexion. Donc c'est qu'il y a un point d'inflexion, et celui qui sait juste ce qu'est un point d'inflexion, c'est un changement de convexité, c'est que forcément il y a un changement de convexité. Donc ceci vous oblige à avoir changement de convexité. Forcément. Et donc la réponse au début de la question 2, c'est forcément une convexité qui change à un moment donné. Alors c'est ce qu'on a trouvé. En tout cas, celui qui se trompe, la question qui suit dans la question 2 va nous permettre de nous guider. D'ailleurs, un point important pour comprendre le lien entre les questions, avoir des idées, c'est être attentif à la structure des questions. Vous voyez qu'ici, on est sur une partie A, question 1, question 2. On va changer ensuite dans 20 secondes de partie, et vous allez voir que la manière dont les questions sont découpées nous donne des indications très très fortes sur ce qui peut aller ensemble, c'est-à-dire quel résultat on va utiliser pour pouvoir prouver quelle question.
Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de sous-structure. On voit qu'il y a deux questions qui sont posées dans la même. Ça mériterait peut-être un 2A et un 2B. Mais en tout cas, vous voyez que ces deux questions sont ensemble. Et donc, c'est une indication pour dire, ben, finalement, il peut y avoir un lien entre l'une et l'autre. Donc, les liens entre les questions, notez ce qui est important, notez les différentes idées. On va voir qu'il y a encore un quatrième point à noter à ce moment-là sur un sujet. Alors nous allons étudier maintenant la suite du sujet. Regardez la structure. On voit qu'en partie B, on a une question 1, 2A, 2B. C'est que forcément ces questions vont aller ensemble. Pareil pour ici, pareil pour ici. Ce qui veut dire que peut-être que ce qu'on obtient dans la question A va être utile dans la question B, dans la question 3, dans la question 4 ou dans la question 2. Alors, ce n'est pas une obligation. On a parfois des questions ABC qui ne sont pas liées, mais c'est vraiment très, très, très souvent le cas. Donc, ça vaut le coup de se poser cette question. Est-ce que, par hasard, je ne peux pas trouver une idée dans les questions précédentes? Si elles ne sont pas liées, vous ne trouverez pas d'idée. Si elles sont liées, ben, c'est que l'idée y réside. Donc, ça vaut vraiment le coup de chercher. Donc, au début, on avait nos deux questions qui ont été rappelées ici. J'ai retracé en grande part une esquisse de la courbe où je rappelle ce qu'on avait proposé, nous, dans la partie A, c'est-à-dire que la fonction était concave avant 1 et convexe après 1, et qu'on avait un point d'inflexion au point d'abscisse 1. Alors, question 1, on vous demande de justifier la limite de f en plus l'infini et en 0. Alors, j'ai rappelé la formule de la fonction, donc, qui a x associe x ln de x carré moins 1 sur x. Et donc, on peut se dire, ben, quelle idée j'ai? Ben, je dois chercher une limite. Je peux déjà chercher la limite a priori, c'est-à-dire se poser la question, en gros, qui tend vers quoi? En plus l'infini, 1 sur x va tendre vers 0, x va tendre vers plus l'infini, x au carré va tendre vers plus l'infini, ln en plus l'infini va tendre vers plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 0, qui va faire plus l'infini. Donc on fait juste le calcul de tête, on regarde ce que ça donne. Si on tombe sur une FI, on précise FI. Si on ne tombe pas sur une FI, eh ben dans ce cas-là, on est content et on obtient directement une valeur. Donc ici, on peut se dire, en plus l'infini, j'ai fait le calcul, je suis tombé sur plus l'infini. Ça limite en 0. Ici, on voit que 1 sur 0 plus, ça va faire plus l'infini. Par contre, là, j'ai 0 fois ln de x au carré. Ln de x au carré, idée, c'est de dire que ça vaut 2 ln de x. Et du coup, ça m'évite d'avoir le x au carré dans le ln. Donc, changement de formule, idée à voir. Est-ce que c'est utile ou pas? Parfois, c'est très utile. Parfois, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace. Donc, ça vaut le coup de noter de nouveau sur le sujet vos idées. Et maintenant, on voit qu'il y a la limite de x ln de x en 0. Et la limite de x ln de x en 0, c'est croissance comparée tend vers 0. Et donc, on obtiendrait 0 moins l'infini, ce qui nous donnerait moins l'infini. En même temps, c'est cohérent avec notre courbe. On voit que quand on se rapproche de 0, alors je vais essayer d'avancer, de faire à peu près proprement la courbe, c'est à peu près comme ça, on obtient finalement une limite de moins l'infini quand x se rapproche de 0 et plus l'infini quand x se rapproche de plus l'infini. Donc ça, ce sont nos idées. Vous voyez qu'on note rien, on ne fait qu'une analyse, et on verra bien ensuite quand on rédige ce que ça donne. Ensuite, on admet que la fonction est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On rappelle ce qui est important, 0 plus l'infini. Comme ça, on ne commence pas à chercher le signe sur autre chose que 0 plus l'infini. On voit que notre fonction est strictement croissante, d'après notre graphe. Donc on vous demande de déterminer f' de x. Forcément, ça nous dit que f' doit être positive. Supérieur ou égal à 0. Donc quand vous allez dériver f, cette expression, je vous rappelle qu'on en a fait une analyse au début, on a vu que c'était du u fois v avec du moins 1 sur w ou moins 1 sur v, à vous de voir. Eh bien, on va devoir avoir une expression qui est forcément positive. Donc, quand vous calculez f', si vous ne faites pas le lien avec ce qui était écrit au-dessus, vous risquez de faire une erreur. Vous ne vérifiez pas que f' est positive. Et dans ce cas-là, vous ne trouverez pas une erreur à ce moment-là. Et donc, vous allez continuer votre calcul, et ça peut être plus compliqué, parce que derrière, votre f', ici, on vous demande de montrer que f seconde de x est égal à ça. Si votre f' est fausse,
votre f seconde, vous tomberez absolument pas sur cette expression. Et vous ne saurez pas si l'erreur est entre f' et f seconde ou entre f et f'. Donc c'est important de limiter comme ça le nombre d'erreurs. Donc avoir des indications pour pouvoir trouver ces erreurs, pour pouvoir éviter d'en faire, c'est crucial. Vous voyez que j'ai toujours rien écrit sur ma copie, mais je sais que cette expression doit être positive. On voit que f seconde va me permettre de vérifier que f' est juste, parce que si f' n'est pas juste, f seconde sera fausse, donc ça me permet de vérifier ça. Vous pouvez dire, mais pour l'instant, ça ne m'aide pas à grand-chose. Il faudra quand même penser à le vérifier. Ensuite, on vous donne f seconde, et on peut se poser la question, pourquoi on a calculé f seconde? Ça, c'est toujours une bonne question à se poser, pourquoi on me pose une question? Et on sait que le signe de f seconde donne la convexité d'une fonction. Si une fonction est convexe et que sa dérivée seconde est positive, si la fonction est concave, la dérivée seconde est plus petite que 0. Or, nous, on a la concavité et la convexité apparente de la courbe. Donc, cette expression doit être a priori négative si x est plus petit que 1 et positive si x est plus grand que 1. Sinon, ce n'est pas cohérent avec notre graphe du dessus. Et donc, quand on va faire notre étude de signes, on doit trouver ces signes-là pour notre expression. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je n'ai pas des idées? Je vois justement, je suis sur 0 plus l'infini, donc x est forcément positif. Donc x au cube est aussi forcément positif. Donc j'ai plus que le numérateur qui va porter le signe. Or, 2 est aussi positif. Et x plus 1, vu que x est positif, est aussi positif. Et donc il me reste juste x moins 1 qui porte le signe, ce qui va nous donner exactement un résultat identique à ça. Donc vous voyez, on ne fait qu'analyser, et une fois qu'on a analysé, rédiger, on va pouvoir le faire sereinement. On a plein d'idées, parfois des idées justes ou fausses. Là, je vous donne des informations, je suis prof de maths, donc c'est facile pour moi. L'élève qui est moyen, il va peut-être se tromper à certains moments, mais justement, il va avoir des indicateurs, il va faire ses premières erreurs en raisonnant, et quand il passera finalement à la partie écriture, il raisonnera une deuxième fois, et c'est peut-être là qu'il va se rendre compte que le raisonnement qu'il avait fait en première instance, finalement, était un raisonnement faux, et il trouvera peut-être une solution. Donc ça a vraiment d'énormes vertus. On a posé la question de l'étude de la convexité de la fonction, on l'a. Étudier les variations de la fonction f', à nouveau, celui qui connaît le lien entre la convexité et la variation de f', quand f' est croissante, c'est que la fonction est convexe, et quand f' est décroissante, c'est que la fonction est concave. Donc, a priori, les variations de f', la question A nous dit qu'en question B, on va avoir a priori une f' qui va être d'abord décroissante, puis qui va être croissante avec une différence en abscisse de 1. C'est-à-dire que quand x sera égal à 1, on aura le changement de variation de la fonction f'. Donc ça, c'est le graphe du début qui nous donne cette indication. Évidemment, il faut faire l'étude finalement de ce signe-là et dire finalement le lien entre f seconde, le signe de f seconde et f'. Pour la question 4, on vous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur un intervalle. Il faut absolument admettre une solution. On ne vous demande pas cette valeur dans la question comme elle est formulée ici. Donc, c'est un théorème d'existence. Vous n'avez qu'un seul théorème d'existence pour les fonctions, vous en avez un pour les suites et un pour les fonctions. Et le théorème d'existence, c'est forcément TVI. Donc, sur votre sujet, vous écrivez, vous dites, tiens, la question comme elle est formulée, c'est forcément le théorème des valeurs intermédiaires que je vais utiliser, en particulier son corollaire. Là, la fonction f va être strictement croissante, donc vous pourrez dire, elle est strictement croissante, elle prend une valeur avant 0, puis une valeur après 0, et au-dessus de 0, donc a priori elle devra passer par 0 parce qu'elle est continue. Donc je ne vous fais pas tout le cours sur le cours de termes à ce sujet, je vous montre juste comment analyser un sujet. Et donc, l'idée, on écrit les outils, on écrit les idées qu'on peut avoir. Ensuite, donner une valeur arrondie. Pour obtenir une valeur arrondie, technique par balayage, avec votre calculatrice, vous
pouvez aussi utiliser le curseur sur votre calculatrice pour essayer de trouver des valeurs approchées de plus en plus précises, jusqu'à obtenir une valeur suffisamment précise. Et à nouveau, point important, il y a des élèves à qui on demande une valeur au centième et qui nous la donnent au dixième ou au millième, parce qu'ils ne font pas attention aux informations qu'on leur demande. Ensuite, montrer que alpha vérifie cette expression, et bien là, peut-être que ce n'est pas simple d'avoir une idée, et bien c'est pas simple d'avoir une idée. Et c'est ce que j'aimerais vous donner comme dernière information, c'est dire, vous faites votre étude de sujet, vous avez écrit tout ça sur votre sujet, vous voyez que mon sujet il est quand même bien exploité maintenant, je vais pouvoir commencer à rédiger. Avant ça, je vous invite à essayer de mettre des indicateurs de facilité ou de difficulté sur vos questions. Est-ce qu'une question vous paraît difficile ou pas? Par exemple, ici, la dernière partie, vous pouvez mettre, je ne sais pas, une étoile pour dire « attention, ça a l'air d'être difficile ». Par contre, il y a peut-être des fonctions, des questions où vous pouvez dire ben, « celle-là, elle est facile ». Les variations, c'est la convexité qui me donne les variations de f'. Donc j'obtiens directement mes variations à ce moment-là. Ici, dire graphiquement, a priori, ça ne va pas être trop dur pour la convexité, et donc peut-être que pour vous, c'est facile. Alors attention, hein, moi j'écris F vous pourriez écrire D pour difficile ou mettre une étoile quand c'est difficile. C'est relatif à vous, c'est-à-dire que deux élèves ne vont pas trouver des questions d'une même difficulté, mais deuxièmement, c'est relatif dans le sens où il y a des élèves qui peuvent penser que certaines questions sont faciles alors qu'en réalité elles sont difficiles pour eux. Donc c'est votre idée a priori. Donc le principe de ces indicateurs, c'est surtout éviter de sortir de votre contrôle avec des questions où vous avez écrit facile à côté et que vous n'avez même pas eu le temps de traiter, alors que vous avez passé un temps fou sur des questions qui étaient difficiles. Donc c'est pour éviter ça. Si vous regardez ici, on voit le lien entre les questions, on voit les éléments qui sont importants. On s'est intéressé à la structure des questions, on précise quand les éléments sont faciles ou difficiles, et on écrit les idées qu'on a eues, les outils qu'on peut utiliser, le TVI, là le point d'inflexion, parce qu'on nous pose une question sur la concavité, la convexité avec un point, ça peut être un point d'inflexion. Et donc tous ces éléments-là, une fois qu'on a fait ça, sur un sujet de bac où vous allez mettre 1 heure, là c'est une question, je crois, un exercice qui vaut 5 ou 6 points, donc en gros un quart du temps d'une épreuve de 4 heures, donc 1 heure. En 1 heure, vous passez 10 minutes à faire l'étude de votre sujet, 50 minutes à rédiger derrière, à chercher à nouveau si besoin, mais quand vous allez commencer à rédiger, vous serez serein parce que voilà, j'ai plein d'idées, ou j'ai quelques idées, je vois à peu près où je vais, j'ai compris la globalité du sujet, et je vois où je vais. Et du coup, vous augmentez votre capacité de réussite. J'aimerais faire une dernière remarque. Faire tout ça, c'est aussi très utile pour travailler des exercices avant un contrôle. Beaucoup d'élèves travaillent pour rien, dans le sens où ils font plein d'exercices, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ils font plein d'exercices, mais ils rédigent. Donc, je prends un exemple, un élève qui veut s'entraîner pour un DS, il fait un petit bac, et bien il va faire tout ça, il analyse son sujet, et puis il rédige. Sauf que quand vous rédigez, la moitié du temps, vous écrivez, et en écrivant, vous ne progressez pas. Celui qui veut vraiment progresser, imaginons qu'il veuille faire 3 exercices type bac, moi je l'invite fortement à faire 3 analyses et de n'en rédiger qu'un. C'est-à-dire, entraînez-vous à analyser, à avoir des bonnes idées, et apprenez à rédiger, mais qu'une fois sur 3. Et vous allez voir que du coup, en faisant ça, vous allez pouvoir analyser beaucoup plus de sujets, parce qu'analyser un sujet, c'est beaucoup moins long que rédiger, et du coup, vous allez progresser en analyse. Et moi, ce que je vois en tant que prof de prépa, c'est que les élèves ont vraiment un défaut d'analyse. Ils sont trop lents en termes d'analyse, ils ne sont pas habitués à faire ça parce qu'on ne leur apprend pas. D'où la vidéo, et c'est aussi important en prépa qu'en terminale pour préparer le bac. Donc, apprenez à analyser un sujet, vous allez être meilleur durant un contrôle et vous allez être beaucoup plus efficace en termes de préparation de contrôle parce que vous allez pouvoir analyser plein de questions, vous poser vous interroger sur quelle méthode, commencer à avoir une sorte de 6e sens qui va vous dire « Ah oui, mais là, c'est bon, j'ai déjà lu plein de fois cette question, je vois que ça c'est le TVI ». Et avoir des certitudes qui apparaissent, ce qui rassure aussi. Donc ça a énormément de vertus. Moi, un élève, quand il me rend un DS et qui n'a pas marché, et quand je regarde le sujet
parce que je demande toujours à ce qu'ils me rendent le sujet avec pour pouvoir faire des questions vertes pour ceux qui ont vu la vidéo sur les questions vertes, sur comment finalement progresser après un DS. Quand je vois un sujet et qui n'est pas du tout analysé, je me dis que l'élève, il ne cherche vraiment pas à progresser. J'explique aux élèves que c'est un moyen de progresser, il faut le faire, vraiment, s'entraîner à le faire, c'est un outil, hein, donc il faut s'entraîner à le manipuler, mais une fois qu'on le maîtrise, c'est ultra puissant. Donc pour faire le bilan de cette vidéo, pour analyser un sujet, notez tous les points qui sont importants, les ensembles de définitions pour les fonctions, à partir de quelle valeur d'indice n une suite est définie, etc. Donc notez ces points importants. Alors il y a des élèves qui utilisent un code couleur parce qu'ils sont habitués à analyser et du coup ils se disent ben voilà les points importants je vais les mettre en rouge, les idées je vais les mettre en vert et ainsi de suite. Donc vous pouvez utiliser un code couleur, c'est encore plus efficace, ça c'est encore mieux. Trouvez les liens entre les différentes questions. Pour cela, alors ça comme premier avantage c'est que ça vous permet d'avoir des idées, ça permet de vérifier la cohérence des résultats que vous allez obtenir. Je vous prends un autre exemple pour une suite. Vous avez une suite au début qui est définie avec une formule qui relie un plus 1 à un. Et à la fin, on vous demande d'exprimer un en fonction de n et montrer que un en fonction de n est égal à telle ou telle chose. Et bien, vous devez absolument vous dire, ben, tiens, j'obtiens la formule de un, ben, ça va me permettre de vérifier le calcul de mes premiers termes que j'ai fait avec la formule de base pour vérifier que ces termes sont justes. Quand finalement on voit que les termes sont faux, ça permet de trouver finalement qu'il y a une erreur et potentiellement d'obtenir un résultat qui va être juste à ce moment-là et de comprendre pourquoi on a fait une erreur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs dans un sujet pour voir quand on se trompe. C'est vraiment ces guides-là que j'essaie de vous faire trouver et j'espère que vous allez comprendre qu'ils sont d'une immense aide, vraiment d'une immense aide. Pour obtenir le lien entre les questions, comprendre que la structure de ces questions est importante. Parfois, on me demande, mais comment est-ce qu'on peut avoir cette idée-là? Quand vous voyez que c'est la question 3 petit c, j'ai utilisé la A et la B. C'est tout simple, c'est que je ne suis pas allé chercher la question 1 ou la question 2 ou dans ma tête quelle idée je pouvais avoir. Je commence à regarder la question A et la question B, ce qu'elles me disent, et j'essaie de voir si je peux bricoler quelque chose avec. Bricoler, manière de parler. Ensuite, vous pouvez préciser, donc, une fois que vous avez trouvé les liens entre les questions, les différents outils que vous pouvez avoir, utiliser le TVI. Quand de nouveau, pour des suites, vous voyez que dans la question A, vous avez montré que la suite était croissante, dans la question B, que la suite était majorée. Vous dites, ben tiens, on part d'une suite croissante, d'une suite majorée, peut-être que je vais utiliser la suite croissante majorée pour que la question C, quand on va me demander de montrer que la suite converge, tout de suite croissante majorée converge, j'ai exactement les informations qu'il faut. Donc, vous écrivez à côté de la question petit c, croissante majorée, donc converge. Et ce qui est fort, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez même répondre à la question C sans avoir trouvé la question A et cette question B. Parce que vous pouvez dire, d'après la question A, la suite est croissante, d'après la question B, la suite est majorée, donc tout de suite croissante majorée converge, donc notre suite converge. Vous avez totalement le droit de faire ça, au bac ou au concours, peu importe. Et le dernier point qui est délicat, c'est noter juste la difficulté des questions. Il y a des élèves qui me font des smileys, un smiley qui fait la tête quand ça a l'air d'être difficile, un smiley qui sourit quand ça a l'air d'être facile. Et attention, c'est selon vous, ce n'est pas absolu, commencez pas à dire à un autre élève, non, regarde, cette question était facile, elle est peut-être facile pour vous, elle est plus difficile pour un autre. Par contre, c'est toujours a priori, c'est en votre analyse à vous, en première analyse, vous dites, elle a l'air d'être facile. Peut-être que c'est vrai, et peut-être que c'est complètement faux. Donc ne vous empalez pas non plus sur certaines questions qui ont l'air d'être faciles. Moi, ça m'est arrivé même tardivement, quand j'étais adulte, quand je passais mes concours pour être prof, où une question, je me rappelle, j'ai passé 1 heure dessus pendant un concours de 6 heures, ce qui est complètement stupide. Donc j'essaie maintenant d'en tirer profit en essayant de vous partager une expérience, en vous disant, voilà, c'est pas parce qu'une question a l'air facile qu'elle est vraiment si facile que ça. Donc, c'est juste pour vous dire, je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est quand vous êtes en train de travailler, dites-vous, tiens, là, la question, elle a l'air d'être difficile, j'y arrive pas, mais je vois qu'il y a une question facile un peu plus loin, allez, je saute dessus, ça me fait du bien. Commencez par les exercices où vous avez le plus de questions faciles dedans, comme ça vous donne le moral. Gérer le moral pendant un DS, c'est important, la confiance en soi, elle est importante. Pensez à faire des pauses, je vous le rappelle, mais apprendre à analyser un sujet, c'est une capacité qui est indispensable pour exploiter pleinement son potentiel. Vraiment, c'est indispensable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.